C'est bien. Bruno Pondic, bonjour. Vous êtes responsable du secteur public de la région Sud-Ouest, groupe Randstad. Et donc, c'est vous qui allez modérer cette table ronde. Je vous laisse présenter vos intervenants. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, écoutez, ravi d'intervenir sur cette table ronde sur le thème donc, de la transversalité et la mise en place du télétravail, de nouvelles modalités de mise en œuvre des activités au sein des bibliothèques territoriales. Alors, je vais déjà me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis Bruno Pondic, donc de la direction du pôle public du groupe Randstad. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que nous avons produit chez Randstad différentes études sur la mise en place du télétravail au sein des collectivités locales, avant et après la crise du Covid, d'ailleurs. Donc, c'est un sujet qu'on suit attentivement depuis maintenant 2 ans dans le cadre de notre baromètre RH des collectivités locales. Donc, ça sera intéressant de faire un peu ce regard croisé entre ce que vous avez vécu au sein des bibliothèques, des médiathèques et le regard plus général, effectivement, qui ressort au niveau des collectivités territoriales. Je vais donc maintenant laisser les 3 intervenants donc, présents à cette table ronde se présenter à tour de rôle. Je vais vous demander, si vous en êtes d'accord, donc d'expliquer votre fonction, d'expliquer sur quel périmètre vous intervenez aussi, périmètre géographique, le nombre, le type d'établissement sur lesquels vous intervenez, ainsi que le nombre de personnes qui ont été concernées donc, par le confinement et par le télétravail. Pour commencer, Madame Métral. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Sabine Métral, donc je suis la responsable de la bibliothèque départementale de la Manche. Donc, nous sommes une équipe de 20 personnes qui travaillent auprès de 110 bibliothèques partenaires pour contribuer à leur activité et à leur développement sur l'ensemble donc du territoire de la Manche. Des bibliothèques partenaires de toute taille, hein, donc il n'y a pas de limite d'intervention, de limite de population, pardon. Donc ça peut être donc des bibliothèques municipales hein, qui travaillent seules, qui sont sur un seul site, ou des réseaux de bibliothèques qui sont gérés soit par des communes nouvelles ou des communautés de communes. Donc, notre offre de services est semblable à celle de la plupart des bibliothèques départementales de France, donc avec du prêt de collection, d'outils d'animation, des services en ligne, une offre de formation et de rencontres destinées aux professionnels et bénévoles. Donc, il y a à peu près 250 salariés parmi toutes les bibliothèques de la Manche et à peu près 600 bénévoles. Donc, nous proposons de l'action culturelle avec notamment un festival de contes. Nous accompagnons chaque année des projets de bibliothèque sélectionnés sur appel à projet. Donc voilà, et nous faisons du conseil, de l'ingénierie sur des projets de construction, de réaménagement de bibliothèques, etc. La structuration des réseaux, bien évidemment. Et nous avons donc un schéma de développement de la lecture publique qui a été approuvé en janvier 2020. Donc voilà, qui définit nos axes de développement prioritaires et on s'appuie sur ce schéma pour faire une feuille de route avec des actions jusqu'en 2025. Voilà. D'accord, parfait. Écoutez, merci beaucoup, Madame Métral, pour cette présentation. Madame Prézot, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, Véronique Prézot, directrice des bibliothèques de Rouen, donc ville de 112 000 habitants. Ça regroupe 7 bibliothèques, dont une bibliothèque patrimoniale, bibliothèque municipale classée, et une bibliothèque numérique de référence. Nous avons 80 agents. Voilà. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Et Monsieur Asquette. Oui, bonjour. Bonjour. Yannick Asquette, je suis coordinateur du réseau des bibliothèques de Granville-Terre-et-Mer. Donc, Granville-Terre-et-Mer, c'est une communauté de communes dans le sud du département de la Manche. Donc, entre Rennes et Caen, c'est 32 communes, 46 000 habitants. Alors, pour ce qui est de la lecture publique, c'est 6 médiathèques qui sont réparties sur le territoire.
Donc, Granville-Thérémer mérite bien son nom, puisque du coup, c'est à la fois un front de mer, un port important avec Granville et d'autres stations balnéaires. Et côté terre, c'est plutôt un territoire plutôt rural, avec donc 2 médiathèques sur le volet rural, et sur le côté mer, plutôt, enfin 4 médiathèques en tout. Donc, 6 médiathèques qui se répartissent à peu près équitablement sur le territoire. Ça représente, en tout cas à l'époque du confinement, l'année dernière, 23-24 salariés, quelques dizaines de bénévoles en tout. Et on est sur une configuration administrative et politique un peu particulière, ce qui n'est pas sans importance justement sur nos modalités d'organisation, et notamment particulièrement la question du télétravail. C'est une prise de compétences partielle par la communauté de communes, en fait, donc une coordination du réseau qui est intercommunale, une des médiathèques du réseau qui est elle aussi intercommunale, qui n'est pas la médiathèque la plus importante, à savoir celle de Granville, et 5 autres médiathèques qui restent municipales, donc avec du coup un aspect de collaboration entre différentes collectivités, différentes tutelles, voilà, qui n'est donc pas sans importance sur notre organisation concrète et notre travail au quotidien. D'accord, parfait. Écoutez, merci déjà pour cette présentation. Alors, ce que je vous propose, on va démarrer par une première séquence au niveau de cette table ronde. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous expliquer en fait comment vous avez mis en œuvre le télétravail durant ce premier confinement, à savoir d'où vous partiez en termes de pratique du télétravail dans vos établissements respectifs, comment les équipes ont été concernées par le télétravail, est-ce que c'était toute l'équipe, est-ce que c'était une partie de l'équipe, et comment le déploiement du télétravail a été vécu par vos équipes aussi. Et du coup, quelles ont été les principales difficultés que vous avez pu rencontrer dans le management de vos équipes. Voilà, écoutez, Madame Prézot, peut-être pour commencer. Oui, alors dans notre collectivité, en fait, le télétravail, on peut dire, était balbutiant avant le confinement, puisqu'il y avait une expérimentation de 20 personnes qui, donc, du coup, testaient le télétravail à raison d'une journée par semaine sur 2000. Donc, très peu de personnes. Donc, bien sûr, au moment du confinement, tout le monde, en fait, a été concerné, non pas par le télétravail, mais on peut dire plutôt par le travail à distance, puisque c'était voilà, quelque chose d'assez soudain qui nous a tous pris de court, et notamment sur le matériel, puisque nous n'avions pas d'ordinateur portable relié à l'intranet de la collectivité et relié au SIGB pour tous les agents. Donc, ça concernait en fait très peu d'agents qui pouvaient vraiment télétravailler dans de bonnes conditions. Voilà, donc en fait plutôt un travail à distance qui s'est mis en place progressivement. Au fur et à mesure, on a été doté de plus de PC portables et surtout d'un accès à notre logiciel métier et aux documents qu'on s'envoyait au fur et à mesure. En fait, ceux qui avaient accès à l'intranet envoyaient à ceux qui n'y avaient pas accès, donc c'était quand même pas très confortable. Alors, toutes les équipes, effectivement, ont été concernées par le télétravail, sauf les personnes qui étaient en ASA garde d'enfants. Certaines ont cumulé, en fait, le télétravail et les gardes d'enfants, ce qui n'est pas non plus sans poser de problème. Mais, en fait, on a trouvé des missions pour chacun, en fait, au fur et à mesure, assez rapidement, finalement. Comment le déploiement a été vécu par nos équipes? Alors plutôt assez bien finalement, puisque après le confinement, donc en mai, j'avais fait un sondage en ligne anonymisé sur le ressenti en fait des équipes de tous les agents sur ce télétravail, et pour 40% des agents, il avait été vécu plutôt assez bien. Cependant, voilà, ça regroupe des réalités qui étaient très différentes entre les personnes qui trouvaient ça plutôt confortable en termes de concentration, puisqu'on est plutôt dans des locaux assez petits pour beaucoup de bibliothèques, et pour les services centraux, services support, on est dans une situation d'open space. Donc, en fait, le travail chez soi permettait d'avoir peut-être plus de concentration, d'être moins dérangé et moins sollicité par les uns et les autres. Ça, c'était une réalité pour une partie des agents. Pour d'autres, un sentiment plutôt d'isolement.
de difficultés vis-à-vis des outils numériques. Et puis surtout, en fait, le gros problème, ça a été le cumul garde d'enfants et éducation, enfin scolarisation plus télétravail. Et ça a notamment beaucoup pesé et sur finalement nos collègues plutôt féminines. Qui cumulaient cela avec la gestion aussi de la famille, de la charge mentale. Donc, un travail à distance qui a été ressenti plus ou moins différemment. Et je pense qu'au fur et à mesure, en fait, il a pesé de plus en plus en fait, sur le moral de chacun. Et on peut peut-être dire qu'il y a eu plusieurs phases en fait vis-à-vis de ce travail à distance. Parfait. Écoutez, merci Madame Prézot pour ce premier témoignage. Madame Métral, peut-être comment ça s'est passé dans votre établissement, avec effectivement une différence chez vous entre des agents qui ont télétravaillé, d'autres en majorité qui étaient en ASA, hein, me semble-t-il. C'est bien ça, oui. Oui. Donc, nous avions, avant le confinement, donc une pratique du télétravail qui était un petit peu expérimentale, qui ne concernait que 2 à 3 personnes sur une journée par semaine. Donc, en revanche, la plupart des collègues étaient déjà équipés de PC portables pour pouvoir faciliter le travail en petites équipes, pouvoir se déplacer d'un bureau à l'autre. Mais pendant quand le confinement a démarré, la collectivité a validé un plan de continuité de service, et donc avec des conditions assez strictes pour la priorité, c'était de préserver la solidité du réseau informatique, et donc il a fallu constituer une équipe pour assurer la continuité de service, mais une équipe vraiment minimale, puisque nous avons été en nombre de personnes, 5 personnes sur 20. Donc, à constituer cette équipe, et encore 5 personnes, pas forcément à temps plein. On était 1 ou 2 à temps plein et les autres étaient en travail à temps partiel. Et l'autre partie de l'équipe a été placée en ASA. Donc voilà, donc il a fallu constituer cette équipe en ciblant des activités prioritaires à maintenir. Donc bien évidemment, nous on a privilégié tout ce qui était service à distance, donc le maintien du service en ligne, le maintien du portail, le maintien des réseaux sociaux, tout ce qui nous permettait aussi de préserver le lien avec les bibliothèques partenaires. D'accord, parfait. D'autres éléments à rajouter ou c'est bon pour vous pour cette première séquence? C'était vraiment pendant la période du confinement, donc vis-à-vis des collègues, donc forcément, pour certains, il y a eu de la frustration par rapport à ça, de se sentir pas vraiment intégrés à l'équipe. Il y a des personnes qui auraient souhaité pouvoir reprendre une activité. Je pense que d'autres collègues qui avaient aussi des charges d'enfants avec l'école à la maison, donc voilà, le fait d'être déchargé de leur activité professionnelle, ça a plutôt été un soulagement. Donc voilà, donc c'était vraiment selon la réalité du quotidien de chacun, des ressentis assez différents. D'accord, parfait. Merci Madame Métral pour ce témoignage. Monsieur Asquet, dans votre établissement, comment ça s'est passé? Alors, dans notre établissement ou dans nos établissements, dans vos établissements, vous avez raison. Voilà, on est sur des cas de figure assez contrastés. Alors déjà, à l'échelle individuelle, effectivement, je rejoins complètement ce qu'a dit Madame Prézot, à savoir que la question du télétravail ou travail à distance subie et abrupte, en fait, en ce mois de mars-avril 2020, avec la question des gardes d'enfants. Pour ma part, j'ai donné dans l'exercice, et pas nécessairement évident, en tout cas, de cumuler les deux. Et puis, des situations individuelles très, très contrastées. Voilà, sur la question des ASA, sur la question des possibilités aussi de connexion. Au niveau de l'organisation globale, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on est sur un réseau qui
met en œuvre un partenariat entre différentes collectivités locales. Et à ce titre, en fait, on n'a pas nécessairement déjà des outils unifiés, en tout cas de communication interne, en fait. Alors, on avait la chance, à la différence de Rouen, effectivement, d'avoir un SIGB et des outils professionnels complètement hébergés par notre prestataire, donc disponibles et accessibles un peu partout, enfin, de partout où on se trouve. Ceci dit, voilà, la question du matériel, voilà, les bibliothécaires, de par leurs tâches même au quotidien, en principe, ne sont pas nécessairement équipés de matériel mobile, ni smartphone, ni ordinateur portable. C'était le cas pour l'équipe de coordination, à savoir moi-même et ma collègue qui m'assiste dans cette mission. Mais du coup, des difficultés voilà, à harmoniser à la fois l'accès même aux outils d'un point de vue purement matériel et puis l'utilisation même de ces outils. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit en préambule, mais la question du télétravail dans nos structures respectives était, je crois, sauf inexistante ou tout au moins ultra marginal. Donc, on n'était pas nécessairement, voire pas du tout préparé en fait à du jour au lendemain se retrouver comme ça devant notre ordinateur, à devoir prendre contact avec des collègues de ci, de là, en ne sachant pas nécessairement bien d'ailleurs quelles étaient les situations individuelles vécues, ressenties. Donc, avec cette question aussi, quand on est coordinateur de réseau, c'est déjà un peu le cas en fait quand on est sur je dirais au quotidien aujourd'hui, par exemple, en fait, en tout cas sur la question du contact, le degré de proximité en fait qu'on doit maintenir avec les collègues entre le fait comment dire, de devoir impulser, maintenir des projets communs et puis le nécessaire temps qu'ils doivent avoir en fait pour mener à bien leurs tâches au quotidien. Là, en période de télétravail un peu enfin, complètement dégradé même, cette question-là se doublait en fait de la question de l'ingérence presque ou de l'infraction dans la vie privée, publique, dans la vie privée des collègues. C'est vrai que le travail au quotidien, au moins, a ce mérite en tant que lieu, en tant que temps dédié, sur lequel en fait ils sont aujourd'hui banalisés, officialisés. Là, d'un seul coup, on a basculé dans un contexte un peu différent, un peu particulier. Ok, ben écoutez, alors on reviendra justement sur ce volet-là en conclusion, sur comment vous projetez demain effectivement dans cette nouvelle organisation et en quoi la séparation éventuelle, vie pro, vie perso a son importance dans le travail au quotidien. Là, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir une seconde séquence dans cette table ronde. C'est savoir comment le télétravail, en fin de compte, a impacté l'organisation et le contenu du travail dans vos établissements respectifs. Donc, est-ce que le télétravail, d'une part, a permis de travailler sur d'autres sujets, des sujets de fond, par exemple, d'avancer sur la construction de nouveaux projets? Et est-ce que les tâches des agents ont changé avec le télétravail? C'est-à-dire, est-ce que vous avez pu identifier des tâches télétravaillables auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé naturellement? Écoutez, Monsieur Asquette, par exemple, je vous laisse démarrer. Vous m'aviez parlé justement d'un programme d'action qui était décliné en 4 axes, me semble-t-il. Oui, effectivement, l'idée voilà, du jour au lendemain, qu'on s'était retrouvés précisément tous derrière nos écrans, la question qu'on s'est à peu près tous posée, c'est maintenant que fait-on? Parce qu'on travaillait, on devait télétravailler, donc l'enjeu premier, je crois, était d'une part en interne de maintenir la communication et les échanges entre les collègues, et d'autre part de maintenir un certain peut-être niveau de service et pour être en contact toujours avec nos usagers. Et du coup, voilà, pour ce faire, quelles étaient les missions transposables? Donc, de fait, on ne pouvait plus nécessairement prêter de collection. Donc, tout le volet de médiation et de prêt ou de sélection documentaire a muté, s'est dématérialisé en quelque sorte. Donc, on bénéficiait fort heureusement de l'appui des services en ligne proposés par la Bibliothèque départementale de la Manche. Donc, quelle sélection de ressources pouvait-on proposer au niveau des réseaux sociaux, sur les coups de cœur, proposer des jeux concours, des jeux devinettes, des stories que les collègues ont pu proposer, donc maintenir le contact avec les usagers. Il y avait un certain nombre d'autres sujets en fait, sur lesquels on a essayé de formaliser un peu le travail, puisque l'enjeu fort, je crois, sur ces quelques semaines, mois, était de maintenir justement, je disais, le contact et aussi la transmission de l'information. Donc,
d'où une nécessaire organisation et organisation à distance. Pas évident, mais l'idée était là pour le coup de bâtir ce fameux programme d'action en 4 axes, donc le volet médiation numérique, le volet action culturelle, qui était là pour le coup en prévision de jours meilleurs, en espérant des sorties de crise et puis de pouvoir mener à bien des programmes d'action déjà planifiés. Donc là, du coup, c'était le travail de veille, le travail de repérage, le travail de contact avec les compagnies, les artistes, les intervenants éventuels, avec justement une difficulté, là, pour le coup, je pense, individuelle, y compris au niveau des collègues, et savoir celle de se projeter et auprès des intervenants qu'on pouvait contacter. Alors oui, on peut prévoir ça, mais avec toutes les réserves d'usage. Donc voilà, volet médiation numérique, volet action culturelle, et puis 2 autres volets qu'on essaie de travailler davantage en interne. Le premier, c'était celui des choses qu'on n'a pas le temps de faire, en fait, à vrai dire. Ce télétravail ou ce temps du confinement, un peu comme enfin, en tout cas pour une bonne partie, je pense, de la population, a été vécu comme une espèce de parenthèse. Et donc voilà, un certain nombre de tâches qu'on ne pouvait plus, qui n'étaient pas transférables, en fait, la question de la manipulation, la médiation sur les objets physiques. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas le temps de faire? Donc à savoir, voilà, le fait que, par exemple, pour nous, en tout cas, on sortait d'une mise en réseau informatique avec un important travail de reprise des données, de correction de la base. Donc là, pour le coup, avec l'accès au logiciel métier, ça a été relativement facile d'organiser les choses et de travailler, en tout cas par tableau, avec proposer les tâches. C'est un collègue qui s'inscrivait en tout cas sur ces tâches-là, puisque voilà, une des grosses difficultés aussi qu'on a rencontrées, en tout cas c'est le pendant de la question du contact permanent, c'est le côté asynchrone, je crois, en fait, des relations professionnelles, justement avec eu égard aux différentes situations individuelles. Mais comment lancer des chantiers quand on n'est pas sûr soi-même de pouvoir intervenir ou reprendre la main ou d'être disponible à 14 heures parce que c'est la sieste du petit, quoi. D'accord. Donc voilà, et donc le dernier volet qu'on a un peu moins travaillé, mais du coup l'idée était de maintenir en fait en tout cas la question de la veille professionnelle en tout cas et le partage de ressources en interne. D'accord, parfait. Mais écoutez, c'est très complet, très clair. Merci beaucoup, Monsieur Asquette. Madame Prézot, vous m'aviez expliqué aussi, lorsqu'on a préparé cette table ronde, que vous aviez fait un gros travail sur des sujets de fond, sur la création de nouveaux services. Est-ce qu'il y a quelques éléments complémentaires effectivement à partager et puis des retours que vous avez assez intéressants sur les bénéfices, en fin de compte, retirés par les usagers sur ces nouveaux services? Oui, alors du coup, en fait, nous avions aussi quelques objectifs pendant ce confinement, après ce moment un peu de sidération qu'on a tous un peu ressenti. Donc, c'était garder le lien avec les équipes pour garder un collectif de travail, éviter l'isolement et puis la fracture numérique, hein, puisque même les bibliothécaires peuvent avoir cette fracture numérique. Donc, c'était aussi rassurer, prendre des nouvelles de chacun. Donc, il y avait ce travail de management aussi de la part des responsables de bibliothèque. Et puis ensuite, c'est effectivement travailler en collectif, avec l'intelligence collective pour s'adapter à la situation et en fait garder le lien avec le public, la population, en leur proposant de nouveaux services ou en tout cas en inventant ou en butinant les idées des collègues par une veille professionnelle. On en a aussi profité pour expérimenter de nouveaux outils transversaux, Framapad, Workplace, etc. Et puis, effectivement, on en a profité pour avancer aussi sur des projets, prendre aussi le temps de se former. Il y avait beaucoup de propositions de formation, donc ça a permis aux collègues aussi de se former sur la communication, sur le numérique, etc. Sur effectivement les nouveaux services, du coup, on a mis en place en fait, pareil, de la valorisation des outils numériques, de l'auto-formation et des e-books. Hein. Donc là, effectivement, on a eu une grosse augmentation de la fréquentation de nos services numériques. Hein. Pour les e-books, on a eu 2 fois plus de téléchargements, par exemple. On a eu plus 400 ou 700% pour tout apprendre. Donc, en fait, on a eu un gros bond en avant des services numériques. Ça a eu cet avantage-là, le confinement, qu'en fait, ça me permettait la visibilité des outils numériques à ce moment-là.
Voilà, et puis on a été voir aussi ce que faisaient les uns les autres et donc on a mis en place un fil-bib, c'est-à-dire des lectures par téléphone des bibliothécaires et d'une compagnie théâtrale. Donc, alors au départ, c'était pensé pour les seniors qui n'étaient pas à l'aise avec le numérique, de façon à leur proposer aussi de la médiation autour de la lecture. Ça, effectivement, on a eu une dame, par exemple, qui téléphonait régulièrement pour que les bibliothécaires ou la compagnie, la Yule Company, en fait, lisent des poèmes à sa mère qui venait d'emménager sur Rouen, qui n'avait pas pu encore s'inscrire. Et donc, ça lui a permis ensuite de s'inscrire. Et donc, elle a fait ce travail de médiation pour nous. Voilà. Et puis, ça permettait de rompre un peu l'isolement. Et cet isolement, en fait, on a eu beaucoup. Il a mis un peu de temps à se mettre en place, donc je ne vais pas dire beaucoup, mais en tout cas, on a eu des appels d'associations en fait, qui géraient les enfants qui étaient un peu isolés, qui ne pouvaient pas forcément être pris en charge par leurs parents, ou des mineurs isolés en fait, pour justement leur faire des lectures de contes, de courtes nouvelles, de poèmes, etc. Donc enfin voilà, le confinement a permis de mettre en place ce nouvel outil que nous n'avons pas poursuivi après, mais on s'était dit s'il y avait un nouveau confinement, on le remettrait en place. Autre chose que le confinement a fait avancer, c'est la préinscription en ligne, donc de façon à ce que justement les usagers, la population puissent avoir accès à nos ressources numériques, donc préinscription, et puis la collectivité a permis aussi l'inscription gratuite pendant 3 mois, justement pour que la population puisse avoir accès gratuitement à nos ressources numériques. Voilà. Ensuite, on en a profité effectivement pour travailler sur des sujets de fond. Donc, il était prévu qu'on rédige un projet de service, un projet culturel, scientifique, social et éducatif des bibliothèques, donc un PCSES. Donc, en fait, nos réunions transversales qui étaient prévues à l'origine en présentiel, on les a quand même maintenues par thématique, à distance, soit par Framapad, donc cet outil collaboratif qui permet d'écrire en même temps, ou par Zoom, enfin en tout cas à distance, de façon à pouvoir, à la fin du confinement, commencer à rédiger ce projet de service. Pareil, on a travaillé aussi sur le catalogue et la base de données, puisqu'on était en plein projet de changement du SIGB, qui cette fois est accessible partout. On a une collection, on a une bibliothèque patrimoniale, donc ça a été l'occasion aussi de travailler en interne du coup sur le signalement des collections patrimoniales, qui est un vaste chantier. Et puis, il y a eu aussi de la création de vidéos tutos, comment s'inscrire en ligne, comment utiliser les ressources numériques, que font les bibliothécaires pendant le télétravail, des vidéos aussi sur des lectures, des comptines en langue des signes, des lectures d'albums aussi sur Facebook, sur Zoom, en Zoom et aussi enregistrés. Donc voilà, il y a eu un gros investissement sur les réseaux sociaux avec chaque jour, même par demi-journée, un post par exemple d'ateliers créatifs, de lutte contre les fake news, d'éducation aux médias, à l'information. Donc là aussi, on a une grosse augmentation en fait de nos des portées de nos posts Facebook, Instagram, etc. On a créé une cytothèque à la fois donc sur nos ressources numériques, mais aussi avec une sélection de sites, de podcasts sur plusieurs thématiques, là aussi accompagnement des devoirs, créativité par l'enfant, lecture, etc. Donc en fait, il y a eu pas mal de missions qui ont changé. Donc il n'y avait plus effectivement de service public, mais un gros investissement sur les outils numériques, sur les réseaux sociaux et puis tout ce travail interne sur les sujets de fond en fait. D'accord, parfait. Écoutez, merci beaucoup. C'est très, très riche, effectivement. Madame Métral, au sein de votre établissement, en termes de construction de nouveaux projets, de sujets de fond, comment ça s'est passé?
Alors, pendant la période stricte du confinement, donc ça a été un petit peu, ça a marqué un peu un coup d'arrêt sur tout ce que nous avions prévu de mettre en place par rapport à la présentation du schéma et au développement des actions, hein, puisque nous n'étions qu'une toute petite équipe d'à peine 5 personnes. Donc, ça s'est vraiment essentiellement concentré sur la valorisation des services en ligne pour les habitants de la Manche, avec de la veille, de la présentation donc, de ces services, de la valorisation des collections en ligne. Il y a eu des lectures, des vidéos qui ont été réalisées, de lectures d'albums. Donc voilà. Et puis, moi, j'ai pu faire quand même je menais un travail de préparation pour vraiment parvenir à présenter donc notre nouvelle politique, donc ce que nous avons vraiment commencé à mettre en œuvre à partir de septembre 2021. D'accord, parfait. D'autres éléments à rajouter? Par rapport donc au travail en transversalité, donc ça a démarré un petit peu dans l'urgence et ce qui a vraiment été salutaire, hein, pour nous et pour reconstituer le travail en équipe, c'est l'arrivée des outils validés, hein, puisque avec les solutions de travail en visio, hein, puisque donc mais c'est arrivé assez tard, hein, que le service informatique donc a validé la solution Teams pour nous permettre de travailler donc vraiment à distance et ensemble. Et là donc ça a quand même été très 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 bénéfique pour reconstituer donc ce sentiment d'appartenir à une équipe. Alors justement, ça tombe très bien parce que j'allais justement maintenant arriver sur ce point-là. Avec un peu de recul et de vécu justement sur le télétravail, deux questions. Quels sont les points positifs, les bénéfices que vous pouvez valoriser, hein, au sein de vos établissements, au sein de vos équipes en termes de télétravail? Et puis, on va arriver justement sur ce lien que l'on peut faire entre télétravail et transversalité, à savoir, est-ce que le télétravail a renforcé, selon vous, ou bien au contraire affaibli la transversalité au sein de vos équipes? Voilà, j'aimerais bien vous écouter vous entendre sur ces deux questions. On va continuer avec vous, Madame Métral, puisque vous avez fait le lien justement avec les outils. Ça tombe très bien. Donc voilà, donc c'est vrai que d'avoir les bons outils, ça change quand même la donne. Maintenant, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que quand l'équipe a pu se revoir, hein, donc recommencer à travailler en présentiel, donc il y a eu vraiment un élan assez positif, hein, et on s'était rendu compte que le fait de se voir vraiment nous avait manqué et que, voilà, pour vraiment activer le travail en transversalité, voilà, le fait de se voir reste quand même la meilleure solution. Donc, même si les outils, l'outil comme la visio est vraiment très, très, très utile, peut-être pour maintenir du lien ou créer du lien avec des partenaires extérieurs, parce que ça limite, hein, forcément les déplacements, donc ça réduit aussi le temps passé en réunion. Donc, avec les partenaires et avec les collègues extérieurs au service, là, c'est vraiment extrêmement appréciable. Après, pour vraiment favoriser la transversalité et le travail en transversalité, le fait de se voir reste quand même la meilleure solution. Voilà, donc sauf peut-être à ce que les outils évoluent pour permettre des solutions mixtes, hein, puisque ça fonctionne très bien entre nous. La visio, si tout le monde peut être en visio, voilà, mais le mixte avec donc qui nécessiterait l'installation d'espace avec vraiment une visioconférence, voilà, pour que des personnes puissent être sur place et d'autres à distance. C'est pas encore opérationnel chez nous. Donc, du coup, voilà, ça limite un peu les choses. Limite les choses, d'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais donner la parole à Monsieur Asquette, parce que quand on a échangé pour préparer cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur le fait que le télétravail, ça a permis une certaine prise de conscience
sur l'organisation et la gestion de l'information au sein des équipes. Oui, je crois effectivement la question du télétravail, le caractère abrupt de cette mise en télétravail dont on a pu parler tout à l'heure, a fait prendre conscience. Alors peut-être cette prise de conscience n'est pas totalement partagée, mais en tout cas sur la question de la coordination, c'est-à-dire les missions qui me sont confiées, c'est la question de la formalisation, en fait, en tout cas de la transmission de l'information et la formalisation des pratiques. Ça faisait partie déjà des tâches que je m'étais assignées, en fait, depuis mon arrivée, mais effectivement, le fait de basculer dans cet univers un peu parallèle a accru, en fait, en tout cas, je crois, ce besoin de formalisation oui, c'est ça, d'accès à l'information, justement. Pour cette question de la transversalité, l'idée étant que chacune des collègues puisse éventuellement s'emparer des blocs d'information et auquel cas de savoir où les trouver, en fait. Sur les autres constats liés au télétravail, je suis plus partagé. On en a déjà parlé effectivement en préparant cette table ronde. Et je rejoins assez fortement le constat de Sabine, à savoir que la question de se voir en fait et de pouvoir échanger en présentiel, en réel en fait, est difficilement remplaçable en fait en termes d'échanges informels, en termes aussi voilà, pour faire passer aussi des informations ou des souhaits ou des inflexions particulières. À la fois, je dirais, au niveau de l'organisation, au niveau des bibliothécaires et en interne, et plus encore peut-être aussi voilà, vis-à-vis d'une part des partenaires, puisque eux-mêmes, en tout cas en mode télétravail, pour nos partenaires immédiats, hein, du coup, sur Granville-Terhammer, étaient eux aussi investis dans des problématiques propres à leur organisation, propres à leur service, propres à leur calendrier, propres aux contraintes légales aussi, parce qu'on n'a pas eu tous le même statut, la même possibilité de revenir ou pas. Et d'autre part, pour ma part, ce que j'ai pu constater, alors peut-être pas tant sur le premier confinement que le second, en fait, c'est la question du rapport aux élus. Et précisément pour porter voilà, on parlait de l'advocacy tout à l'heure, en tout cas, pouvoir porter des sujets parfois peu familiers, en tout cas des élus, la visio, le fait de ne pas pouvoir être en présentiel ne facilite pas vraiment les contacts. Et encore une fois, cette question du langage non verbal, des contacts informels, etc., pour plaider des causes, pour faire avancer la question de la lecture publique. D'accord, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Monsieur Asquette, Madame Prézot, le lien que vous faites chez vous entre télétravail et transversalité, c'est plutôt positif, plutôt négatif? Alors, pendant le confinement, ça a plutôt effectivement œuvré pour plus de transversalité avec les groupes de travail, notamment sur le PCSES, mais aussi sur l'investissement dans la communication. Donc, en fait, comment dire, l'investissement n'était pas en rapport avec les fiches de poste. Naturellement, certains en fait se sont investis par exemple sur la musique avec des playlists, d'autres plutôt sur les ateliers créatifs. Donc suivant en fait les compétences, mais aussi l'investissement naturel et les goûts, les affinités de chacun, il y a eu des communautés en gros qui se sont formées pour créer des postes, pour faire de la veille professionnelle, etc. Et donc pour moi c'était plutôt plus de transversalité. Ça a même permis pour certains responsables en fait de prendre le temps en fait avec ses équipes, de prendre des nouvelles de chacun, de pouvoir créer des conversations un peu plus longues dans le temps qu'à la bibliothèque où chacun est pris par ses missions et où on se parle entre deux portes en fait. Donc là, ça permettait de prendre un peu plus de temps pour travailler avec les agents sur les missions, sur le sens, sur le sens du travail. Donc, ceci a été plutôt positif. Le
télétravail, lui, effectivement, a permis de raccourcir les temps de transport, si on avait pu, améliorer la concentration. Ça a permis de tester des outils. Après, effectivement, je rejoins mes collègues. Il y a moins de fluidité dans les échanges. La multiplication des mails a été lourde à gérer, notamment de la collectivité. Et le reproche aussi, c'était que dans certains mails, le ton pouvait être un peu abrupt, un peu aride, un peu sec, donc pouvait être sujet à des interprétations. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, hein, une grande vigilance en fait sur ces envois de mails. Et puis effectivement, le présentiel permet plus de fluidité, permet aussi, les réunions présentielles permettent d'avoir le paraverbal, savoir s'il y a adhésion, s'il y a étonnement, enfin s'il y a incompréhension, etc. Donc bon. Voilà, le télétravail a ses avantages, mais effectivement, au bout d'un certain temps, puisque après le confinement, en fait, il y avait quand même plutôt un aspect positif finalement de ce travail à distance. Et donc, j'avais refait à la rentrée, là, en septembre, un petit sondage pour savoir si les uns et les autres, en tout cas sur le collectif de direction, donc sur les cadres responsables d'équipe, s'ils voulaient reprendre les réunions en présentiel tous les 15 jours, s'ils voulaient panacher, c'est-à-dire une réunion hebdomadaire avec une fois en présentiel, une fois à distance. Et finalement, je crois que c'est 80% en fait de la quinzaine d'agents que j'ai en responsabilité directe préféraient le présentiel, quitte à se voir moins souvent. Donc, il y avait quand même un élan plutôt vers le présentiel. Tout le monde en avait soupé un petit peu de ces réunions en Zoom, en Teams. En plus, comme suivant les collectivités, ce n'est pas les mêmes outils. Donc, on travaille d'un outil à l'autre sans forcément le maîtriser. Donc, voilà, il y avait plutôt une volonté grande de retourner en présentiel. D'accord. Alors, vous avez effectivement là, du coup, anticipé le dernier point de cette table ronde qui était plutôt, on va dire, comment on se projette, comment vous projetez, comment vous voyez l'avenir en termes de consolidation et développement de ces nouvelles pratiques au sein de vos établissements. Donc, effectivement, Madame Trézeau, moi, ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, effectivement, retour donc au présentiel et chez vous, les agents ont besoin effectivement de retravailler ensemble, hein, d'avoir une cohésion physique, hein, d'un collectif qui se retrouve. Madame Métral, chez vous, comment vous voyez les choses? Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé quand même cette réunion sur le télétravail, quelque chose, moi, que j'avais noté, on a eu la démonstration que c'était possible. Oui. Oui, parce que c'était vraiment très très balbutiant aussi le télétravail chez nous avant, même si la collectivité le permettait, mais c'était très balbutiant. C'est vrai que naturellement, bibliothécaire et télétravail, ça semblait pas être très compatible. Donc, on s'est rendu compte par l'expérience, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, puisque effectivement, les personnes qui ne font aucune tâche dématérialisée ne sont pas éligibles dans la collectivité au télétravail. Donc voilà, donc il y a cette définition-là du télétravail qui nous a permis aussi d'y voir un petit peu plus clair. Mais effectivement, ça permet quand même, maintenant à plusieurs collègues de pouvoir télétravailler. Et donc, il y a un engouement, enfin, il y a eu un engouement puisqu'il y a eu une campagne donc, en septembre d'expression des besoins par rapport aux modalités de travail. Donc, il y a pas mal de collègues maintenant qui télétravaillent 1 à 2 journées par semaine. Donc, voilà. Et justement, enfin, ce travail-là, le télétravail est peut-être assez propice justement à du travail de fond. Travailler sur des dossiers, préparer sur des interventions, donc voilà, et voilà, qui n'est peut-être pas forcément ce qu'on fait en transversalité le plus facilement, mais il y a quand même un besoin aussi à un moment de pouvoir travailler sur des dossiers, et pour certaines personnes, c'est assez bénéfique, voilà, puisqu'en plus, nous occupons pour la plupart des bureaux partagés. Et le fait de pouvoir se retrouver un peu plus à l'abri
sollicitations permet aussi de faire un travail de fond et c'est appréciable pour certains. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors écoutez, Monsieur Asquith, ça va être à vous de conclure cette table ronde, puisque je vois qu'il est 15h50, donc on va arriver au bout du temps qui nous a imparti. Sur cette dimension transversale, je voulais que vous reveniez sur un point aussi sur lequel on a échangé quand on a préparé cette table ronde. Quand je vous ai demandé voilà, ce qui pouvait être intéressant pour continuer à développer la dimension transversale, vous m'avez dit ce qui manque en fait pour accompagner les collègues dans le cadre du réseau, ça va être le temps. Et ça, c'est intéressant, cette notion de temps, d'accompagnement physique, hein, quasiment, je dirais, auprès du réseau, pour qu'ils s'approprient, je pense, des pratiques, des outils. Oui, parce qu'en fait, en tout cas, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais les réalités des missions de coordination du réseau, c'est pouvoir conjuguer à la fois les missions, en tout cas quotidiennes des bibliothèques, d'accueil du public, enfin, tout ce qu'on connaît, et puis d'autre part, de travailler sur des sujets ou des projets peut-être plus structurants ou plus sur le long terme. Là, par exemple, en fait, on est engagé dans le cadre d'un contrat territoire lecture sur des projets à moyen et plus long terme, formalisation des politiques documentaires, formalisation des programmes d'animation concertés, en tout cas, par exemple. Et de fait, il y a ce principe de réalité du temps, en fait, qui se pose à nous. La question de la transversalité, je crois qu'au quotidien, les collègues la pratique, ou en tout cas dans les plus petites structures, assez naturellement, les collègues sont multitâches, en fait, de par la nature même des établissements, la composition des équipes, etc. Et du coup, tout l'enjeu est de trouver justement ce temps possible disponible pour essayer de tracer voilà, des parcours peut-être sur le long terme, en fait, en tout cas, pour aboutir des projets plus ambitieux, quoi. D'accord, parfait. Écoutez, merci infiniment pour votre participation à tous les trois, Madame Métral, Madame Prézot, Monsieur Asquith. Il est 15h52. Je pense qu'on doit être à peu près au niveau timing. On doit pas être trop mal. Vous êtes parfait. Bravo, bravo. Je vous félicite. C'est extraordinaire. Vous êtes très, très bien. Écoutez, merci beaucoup de cette table ronde, encore une fois, qui est vraiment très intéressante. On apprend plein de choses. Ce que je vous propose, c'est d'arriver à la synthèse, de cette journée. Donc, un exercice toujours difficile et compliqué. Donc, Enora Ulren, si tu veux bien ouvrir ta caméra et ton micro. Bonjour Enora, donc Enora Ulren qui est conseillère livre et lecture à la DRAC Bretagne, donc qui va faire le difficile exercice, faire la synthèse de cette journée. Bon courage Enora. Oui, merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Livre et Lecture en Bretagne et à Normandie Livre et Lecture ainsi qu'aux différents partenaires d'avoir organisé ces 2 journées importantes pour la communauté professionnelle. Merci aussi aux intervenants et aux participants qui en ont fait un temps, je pense, riche de sens, de questions, de perspectives pour chacun. Alors, on se trouve effectivement, ça a été dit plusieurs fois, à une sorte de moment charnière pour les bibliothèques, avec un paradoxe qui a traversé en filigrane un petit peu certains moments de la journée, entre d'une part une dynamique de reconnaissance politique très forte de l'utilité sociale des bibliothèques, et puis d'autre part, effectivement, des contraintes sanitaires qui, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, viennent un petit peu contredire cette notion d'utilité sociale, même si effectivement les 2 enjeux ne sont absolument pas corrélés. Alors, Anne Jonchery a commencé ce matin par nous dresser un panorama très éclairant sur les pratiques culturelles des Français pendant le confinement. Donc le premier confinement de mars-avril, qui a été finalement un moment relativement court à l'échelle d'une vie, même s'il nous a paru plutôt interminable.
Et on a vu finalement que le rapport au temps et à l'espace, le changement d'équilibre entre la vie sociale et la vie intime, entre l'intérieur et l'extérieur, peut modifier certains déterminants sociaux, genrés ou liés à l'âge dans les pratiques culturelles. Et cette intervention a un petit peu donné le ton, le cap des débats qui ont animé la journée, où il a été finalement beaucoup question de public. On aurait pu penser que ce type de journée